Bonjour. Après avoir vu dans une première partie du chapitre notions de base sur les asservissements, quelques définitions et nomenclatures, et la transformée de la place d'une fonction f de t, maintenant, nous allons continuer ce cours avec la transformée de la place et la représentation externe. Et donc, on va commencer par la transformée de la place inverse. On donne la définition suivante. Soit f de s, une fonction complexe de la variable complexe s. La transformée de la place de la fonction f de t, c'est une fonction réelle de la variable réelle t. Alors, f de t s'appelle transformée de la place inverse de f de s. Et elle est notée par L-1 f de s. f de t égale L-1 f de s, c'est-à-dire la transformée de la place inverse de f de s. Ce diagramme montre qu'on peut passer de f de t dans le domaine temporel, fonction réelle de la variable réelle t, à f de s au moyen de la transformée de la place. Donc f de s, c'est la transformée de la place de f de t. Et on peut passer de f de s, dans le domaine fréquentiel, à f de t au moyen de la transformée de la place inverse. Maintenant, quelles sont les techniques avec lesquelles on peut déterminer la transformée de la place inverse? Pratiquement, pour obtenir la transformée de la place inverse, on peut avoir trois cas. Soit que la transformée inverse de f de s est directement dans la table, c'est-à-dire que la fonction f de s se trouve sur la table de transformée et on peut lire f de t directement sans faire de développement. Deuxième cas, il faut d'abord exprimer ou décomposer f de s en une somme de termes dont les transformées inverses sont dans la table. C'est-à-dire dans ce cas-là, f n'existe pas dans la table, mais on peut la décomposer en une somme de termes qui existent dans la table. Soit décomposée en éléments simples, ou bien la décomposition, même si ce n'est pas exactement une décomposition en éléments simples, mais une décomposition en des termes qui existent sur la table. Troisième cas, f de s n'existe pas dans la table, et aussi, il faut utiliser en plus de la table une ou plusieurs propriétés de la transformée de la place. Donc, il faut utiliser la table conjointement avec une ou plusieurs propriétés. Alors, généralement, la transformée de la place se présente sous une forme rationnelle, c'est-à-dire un quotient n de s sur d de s. N, c'est un polynôme qui est le numérateur de f de s, et d de s, c'est un polynôme qui est le dénominateur de f de s. Pour chercher la transformée de la place inverse de f de s, on envisage les cas suivants. Premier cas, lorsque nous avons le degré du numérateur, degré de n, supérieur au degré du dénominateur. Donc, lorsqu'on a le degré du numérateur est supérieur au degré du dénominateur, on doit procéder à une division euclidienne et écrire f de s sous la forme f de s égale à p de s plus n1 de s sur d de s, avec degré de p de s supérieur ou égal à 1, c'est un polynôme en s dont le degré est supérieur ou égal à 1, et n1 de s, c'est un polynôme de degré inférieur au degré de d. Et donc, dans ce cas-là, pour trouver f de t, il suffit de déterminer, transformer de la place de p de s inverse et la transformée de la place inverse de n1 de s sur d de s. Dans le cas où le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur, dans ce cas-là, aussi on procède à une division euclidienne et écrire f de s égale à alpha plus n1 sur d, avec alpha est une constante et toujours le numérateur de la fraction n1 sur d possède un degré inférieur à celui du dénominateur. Ainsi, que ce soit dans le premier cas, le degré de n supérieur au degré de d, ou bien dans le deuxième cas, degré de n égale au degré de d, on cherche la transformée de la place inverse de p, ou bien alpha, et de la fraction rationnelle n1 de s sur d de s. Le troisième et dernier cas, c'est lorsque nous avons le degré de n inférieur au degré de d.
c'est-à-dire f de s égale à n de s sur d de s avec degré de n inférieur au degré de t. Alors, on peut, dans ce cas-là, adopter l'une ou l'autre des deux méthodes suivantes. Première méthode, c'est l'utilisation du théorème des résidus. Alors, ce théorème dit que f de t, transforme de la place inverse de f de s, elle est obtenue par la somme des résidus de f de s exponentielle st au pôle de f de s dans la partie réelle sigma inférieur à sigma 0. Sigma 0, c'est le paramètre ou bien c'est le réel qui définit le domaine de convergence. La détermination des résidus s'effectue avec la formule suivante. Donc, lorsqu'on a une fonction g de s qui possède un pôle alpha multiple d'ordre p, alors le résidu de g en alpha est donné par 1 sur p moins 1 factoriel, la dérivée d'ordre p moins 1 de s moins alpha à la puissance p, g de s, évaluée en s égale à alpha. Comme application, on prend f de s égale à 7 sur s plus 2 à la puissance 3. On peut remarquer que S possède un pôle moins 2 triple. Et donc, f de t est égal au résidu de f de s exponentielle st évalué en moins 2. Donc, en appliquant la définition, c'est 1 sur 3 moins 1 factoriel. La dérivée seconde par rapport à s de s plus 2 à la puissance 3 f de s exponentielle st qu'on doit évaluer en s égale à moins 2. On remplace f de s et on simplifie. On trouve 1 demi la dérivée seconde de cette exponentielle st. Donc, on doit dériver cette exponentielle st deux fois et remplacer s par moins 2. Une dérivée première donne 7t exponentielle st. Ensuite, une dérivée seconde donne 7t carré exponentielle st. Alors, il suffit de remplacer maintenant s égale à moins 2. On trouve que f de t est égal à 7 demi t carré exponentielle moins 2t. Deuxième méthode de calcul de la transforme de la place inverse, c'est la décomposition en éléments simples. La méthode consiste à décomposer la fraction f de s égale n de s sur d de s avec le degré de n inférieur au degré de d en éléments dont l'image est connue, c'est-à-dire l'utilisation de la table des transformes. Alors, on peut considérer trois cas. Premier cas, lorsque f de s possède des pôles simples, c'est-à-dire que le dénominateur possède uniquement des racines simples. Alors, on peut écrire f de s dans ce cas sous la forme n de s, c'est un polynôme en s, sur s moins s1 facteur s moins s2 facteur s moins sn. Donc, nous avons n pôles simples, s1, s2, jusqu'à sn avec si différent de sj pour i différent de j. Dans ce cas-là, la décomposition en éléments simples de f est donnée sous la forme d'une somme de termes de premier ordre, A1 sur S moins S1 plus A2 sur S moins S2 plus A1 sur S moins Sn. Les constantes A1, A2 et A3 et AN doivent être déterminées. Et une fois ces constantes sont déterminées, on peut utiliser la table des transformés, car ces termes-là existent dans la table des transformés. Et donc obtenir f de t. Alors, on déduit que f de t égale A1 exponentielle S1t plus A2 exponentielle S de t plus AN exponentielle Snt. Donc là, c'est un cas le plus simple. C'est le cas le plus simple pour la détermination de la transformée de la place inverse lorsqu'on a f possède des pôles simples. On prend comme exemple f de s égale 1 sur s carré plus 3s plus 2. Donc on peut voir que f de s possède des pôles simples et peut s'écrire sous la forme 1 sur s plus 1 facteur s plus 2, c'est-à-dire les pôles s égale à moins 1 et s égale à moins 2. Donc maintenant, nous avons ici deux pôles qui sont simples. Alors, la décomposition de f est donnée sous la forme 1 sur s plus 1 moins 1 sur s plus 2 et on déduit f de t. A1 est égal à 1, A2 est égal à moins 1. Et donc nous avons
exponentielle moins t moins exponentielle moins de t pour t positif. Donc, c'est une application directe de l'expression générale f de t ici. Le deuxième cas, lorsqu'on a des pôles multiples. Donc, pour simplifier, on prend un seul pôle ici multiple. Donc, D de S présente un pôle multiple S0. Et dans ce cas-là, f de S peut s'écrire sous la forme n de S sur S moins 0 à la puissance alpha. S0, donc, c'est un pôle multiple d'ordre alpha. Les autres pôles sont simples. S1 jusqu'à Sn moins alpha. Donc, bien sûr, alpha est supérieur à 1. Dans ce cas-là, la décomposition de f en éléments simples s'écrit sous la forme A1 sur S moins S0 plus A2 sur S moins S0 au carré, plus ainsi de suite, jusqu'à A alpha sur S moins S0 à la puissance alpha. Et plus B1 sur S moins S1 plus B2 sur S moins S2 plus Bn moins alpha sur S moins SL, indice N moins alpha. Et donc, nous avons ici deux parties. Une partie qui correspond au pôle multiple avec les coefficients AI, A1, A2 jusqu'à A alpha, c'est la décomposition par rapport au pôle multiple. Et une deuxième partie qui correspond au pôle simple avec les coefficients B1 jusqu'à Bn- alpha. Une fois nous avons déterminé A1, A2 jusqu'à A alpha, B1, B2, Bn- alpha, on peut utiliser la table de transformation de Laplace pour déduire f de t et donc écrire l'original de chaque terme. Donc, f de t s'écrit sous la forme A1 exponentielle S0t. L'original du premier terme A1 sur S moins S0. Ensuite, le deuxième terme A2 t exponentielle S0t plus A alpha sur alpha moins 1 factoriel t à la puissance alpha moins 1 exponentielle S0t. Et plus B1 S1t plus B2 S2t plus B1 n moins alpha exponentielle Sn moins alpha t. Et donc là, on peut voir la contribution du pôle multiple dans f de t. Donc, elle est constituée par les alpha termes ici. On prend l'exemple suivant avec f de s égale à 3s sur s carré plus 4s plus 4. On peut écrire sous la forme 3s sur s plus 2 au carré. Et donc là, on peut voir que nous avons s égale à moins 2. C'est un pôle double de f de s. Alors, la décomposition de f de s se fait par 3 sur s plus 2 moins s sur s plus 2 au carré. Nous avons deux termes puisque nous avons un pôle double. Et on peut déduire f de t. f de t, transforme de la place inverse correspondante à 3 sur s plus 2, qui est 3 exponentielle moins de t. Et l'origine de s sur s plus 2 au carré, c'est 6t exponentielle moins de t, gamma de t. Alors, on multiplie ici par gamma de t, qui est un échelon unité, pour vérifier la causalité. Le troisième cas, lorsque nous avons des pôles complexes. Lorsque nous avons des pôles complexes, c'est-à-dire que dans D de S, nous avons des termes de second ordre. Donc, si D de S possède des racines complexes, ces racines viennent des termes quadratiques de la forme AS carré plus BS plus C avec B carré moins 4AC inférieur à 0. Donc, lorsqu'on a le discriminant est négatif, évidemment là, AS carré plus BS plus C possède des racines qui sont complexes. Et dans ce cas-là, lorsqu'on fait la décomposition en éléments simples de f de s, dans cette décomposition, il arrive des termes de la forme bêta s plus gamma sur as carré plus bs plus c. Donc ces termes-là correspondent aux termes de second ordre dans la fonction f de s. Une fois nous avons obtenu ces termes-là dans la décomposition en éléments simples, on effectue une petite transformation. Donc on écrit cette fraction sous la forme sigma facteur s plus d sur s plus alpha au carré plus oméga au carré. Il suffit de factoriser par
bêta et par A et d'écrire la fraction sous cette forme ici. Et donc, on peut déduire l'original de ces fractions-là à partir de la table des transformés. Donc, le terme correspondant à cette fraction dans f de t est sigma racine carrée de d moins alpha au carré plus oméga carré sur oméga carré, exponentielle moins alpha t sinus oméga t plus phi avec phi égale arc tangente oméga sur d moins alpha. On prend l'exemple suivant. h de s est égal à 4 sur s plus 1 facteur s carré plus 4s plus 7. On remarque que h de s possède un pôle simple s égale à moins 1. Et ce terme de second degré, nous avons le discriminant 4 au carré, c'est-à-dire 16, moins 28 qui est négatif. Et donc nous avons h de s possède des pôles qui sont complexes. C'est une fonction qui n'existe pas dans la table des transformés. Alors on décompose h de s en éléments simples. Donc nous avons alpha sur s plus 1 plus bêta s plus gamma sur s carré plus 4s plus 7. Et donc, on doit déterminer alpha, bêta et gamma. On réduit en même dénominateur et on identifie à l'expression de h de s. Donc l'égalité ici. Donc par identification, nous avons un terme constant 7 alpha plus gamma doit être égal à 4. 4 alpha plus bêta plus gamma égale à 0 et alpha plus bêta égale à 0. Donc c'est un système de 3 équations à 3 inconnues qu'il faut résoudre. Donc nous avons ce système, 3 équations à 3 inconnues qu'on doit résoudre. Donc la résolution de ce système donne alpha égale à 1, bêta égale à moins 1 et gamma égale à moins 3. Alors, h de s s'écrit 1 sur s plus 1 moins s plus 3 sur s carré plus 4s plus 7. On écrit cette fraction s plus 3 sur s carré plus 4s plus 7 sous la forme s plus 3 sur s plus 2 au carré plus racine carrée de 3 au carré. Et donc là, il suffit d'appliquer la formule que nous avons vue tout à l'heure. Alors on déduit h de t, qui est le transform de la place inverse de h de s, exponentiellement t correspondant à 1 sur s plus 1, moins le terme ici qui correspond à cette fraction s plus 3 sur s plus 2 au carré plus racine carrée de 3 au carré, qui est 2 racine carrée de 3 sur 3 exponentiellement de t sinus racine carrée de 3t plus phi, avec phi égale arc tangente racine carrée de 3, évidemment pour t positif, pour assurer la causalité. Maintenant, nous allons voir la représentation externe, ou encore fonction de transfert. Alors, on considère pour cela un système linéaire monovariable et stationnaire décrit par une équation différentielle d'ordre n, qui est ici, avec y de t c'est la sortie, u de t c'est l'entrée. Évidemment, le système est causal, cela implique que n est supérieur ou égal à m. Pour déterminer la fonction transfert, on suppose que le système est initialement au repos et par suite, les conditions initiales sont nulles. Alors, on applique la transformée de la place à cette égalité. On applique aussi la propriété de linéarité. Transformée de la place d'une somme, c'est la somme des transformées de la place. Donc, la propriété de linéarité s'applique. On trouve AN SN Y de S plus A1 SY de S plus A0 Y de S égale à BM SM U de S plus B1 S U de S plus B0 U de S. On factorise par Y de S et par U de S. Et on écrit Y de S sur U de S égale à BM SM plus B1 S plus B0 sur AN SN plus A1 S plus A0. Et on note cette fraction par H de S. Donc H de S est égal à BM SM plus B1S plus B0 sur AN SN plus ainsi de suite plus A1S plus A0. H de S s'appelle la fonction de transfert ou transmittance du système.
On peut voir que h de s dans ce cas-là, lorsqu'on écrit h de s égale polynôme somme sur i de bi si y allant de 1 à m sur somme sur j de ajs à la puissance j allant de 1 à n, qui ne dépend ni de la sortie, ni de l'entrée, ni des conditions initiales, mais dépend des coefficients AI, BI, de l'équation différentielle qui décrit le fonctionnement du système. Donc, elle dépend de la constitution physique du système. On donne la remarque suivante. Nous avons le processus de fonction de transfert h de s avec y de s c'est le signal de sortie, u de s c'est le signal d'entrée. Sa fonction de transfert elle est donnée par le rapport du polynôme du numérateur somme sur i allant de 0 à m de bis à la puissance i sur somme sur j de ajs à la puissance j allant de 1 à n. Alors, pour assurer la causalité, donc n doit être supérieur ou égal à m. Le degré du dénominateur doit être supérieur ou égal au degré du numérateur. Lorsqu'on écrit le numérateur est égal à 0, bm sm plus, ainsi de suite, plus b1 s plus b0 égale à 0, on obtient des racines si. Donc ces racines sont appelées les zéros de h de s. De même, si le dénominateur est égal à 0, on obtient des racines sj. Ces racines sj sont appelées les pôles de h de s. Maintenant, nous allons voir quelques propriétés de la fonction de transfert. Première propriété, la fonction de transfert d'un système est la transformée de la place de sa réponse à l'impulsion. C'est-à-dire h de s n'est autre que la transformée de la place de sa réponse à l'impulsion. C'est-à-dire que lorsqu'on a l'entrée u de s est une impulsion, u est une impulsion, la sortie y de t, dans le domaine temporel, lorsqu'on excite le système par une impulsion, on prend sa sortie, on calcule sa transformée de la place, on trouve h de s. Donc la fonction transfert d'un système est la transformée de la place de sa réponse à l'impulsion. En effet, dans le domaine temporel, nous avons ce schéma, et donc dans le domaine fréquentiel, nous avons ce schéma. U de S, c'est la transformée de la place de delta de t. Delta, c'est une impulsion. Et donc, U de S est égal à 1. La même chose, Y de S, c'est la transformée de la place de Y de t. H de S, c'est la transformée de la place de H de t. C'est-à-dire que H de t est égal, transformée de la place inverse de H de S. Aussi, nous avons Y de S égale à H de S, U de S. À partir de ce système. Y de S, la sortie, c'est H de S fonction de transfert du système qui nous par l'entrée U de S et qui est égal à H de S puisque U de S est égal à 1. Nous avons une excitation par une impulsion. Et donc Y de S est égal à H de S. La sortie est égale à la fonction de transfert. Par suite, nous avons Y de T est égal à H de T. Donc Y de T n'est autre que la transformée de la place inverse de H de S. Et qui est la réponse impulsionnelle, la réponse à l'impulsion du système. D'où nous avons H de S égale à Y de S. H de S, c'est la transformée de la place de Y de T. Et donc, on a bien la fonction transfert du système est donnée par la transformée de la place de la réponse à l'impulsion. Donc, H de T s'appelle réponse impulsionnelle du système. D'une manière générale, nous avons ce schéma-là. Dans le domaine fréquentiel, l'entrée E de S, la sortie Y de S s'écrit sous la forme Y de S égale H de S fois E de S avec H de S, c'est la fonction de transfert du système. Dans le domaine temporel, on écrit ce schéma E de T comme entrée, Y de T comme sortie et H de T, c'est la transformation de la place inverse de H de S. C'est la réponse fréquentielle, c'est la réponse impulsionnelle.
Et donc, nous avons E de S, c'est le transform de la place de E de T. H de S, c'est le transform de la place de H de T. Et si nous avons Y de S égale à H de S, E de S, on peut déduire Y de T au moyen de la transformée de la place inverse. Et l'application de la propriété de la transformation de la place inverse de H de S, E de S, ça donne H de T étoile E de T. Le étoile ici, c'est le produit de convolution. Donc, Y de T est obtenu par le produit de convolution de H de T et de E de T. Ce produit de convolution, Y de T, c'est le produit de convolution de H de T, U de T, et est donné par l'intégrale de 0 à T de H de taux, U de T moins taux de taux, et qui est aussi égal à l'intégrale de 0 à T de H de T moins taux, U de taux de taux. Bien sûr, c'est le produit de convolution. Deuxième propriété, la fonction de transfert est obtenue à partir de l'équation différentielle en prenant la transformée de la place et en laissant de côté tous les termes dépendants des conditions initiales. C'est ce que nous avons déjà fait à partir de l'équation différentielle qui décrit le système dans le cas général d'ordre n. Donc nous avons pris la transformée de la place et on a supposé que le système est initialement au repos, c'est-à-dire que les conditions initiales sont nulles. Cela veut dire que la fonction de transfert ne dépend pas des conditions initiales. Donc, on n'en tient pas compte lorsqu'on veut déterminer la fonction de transfert. On peut obtenir l'équation différentielle du système à partir de la fonction transfert en remplaçant la variable S par l'opérateur différentiel. Maintenant, c'est le chemin inverse. Donc, on peut, à partir de la fonction transfert, obtenir l'équation différentielle qui décrit le système. Et on utilise cette correspondance. Nous avons la transformée de la place de la dérivée de f de t par rapport au temps égale à s f de s avec les conditions initiales sont nulles. Donc, nous avons vu cette propriété lors de la première partie avec la propriété de dérivation. Et donc, on peut faire cette correspondance. On remplace S par l'opérateur différentiel et on prend, au lieu de f de S, f de t. Ainsi, on passe du domaine fréquentiel au domaine temporel. Comme exemple, on prend un système de fonction de transfert de premier ordre donné par K sur 1 plus Ts et on demande de déterminer l'équation différentielle qui décrit ce système. Alors, on définit Y comme étant la sortie du système et E comme étant son entrée. Alors, on peut écrire f de S égale à Y de S sur E de S égale à K sur 1 plus Ts. À part cette égalité-là, Y sur E égale à K sur 1 plus Ts, on peut déduire que 1 plus TSY égale à K, E. Et à partir de cette égalité-là, on peut appliquer cette correspondance, cette propriété ici. Donc, on peut remplacer S par l'opérateur différentiel. Et donc, on obtient 1 plus T d sur dt y de t égale à KE de t. D'où l'équation différentielle qui décrit le fonctionnement du système T y point plus y égale à KE. Quatrième propriété. Les valeurs de S annulant le numérateur de la fonction transfert sont appelées les zéros du système et celles annulant le dénominateur sont appelées les pôles. Donc nous avons déjà vu ceci. On peut donc définir à une constante près la fonction transfert du système par la donnée de ses pôles et de ses zéros. Donc ceci veut dire que si on se donne les pôles et les zéros, donc on se donne la fonction transfert à une constante près. Donc la forme globale elle est obtenue, mais à l'aide à une constante près. Donc il diffère d'une certaine constante qui peut être multiplicative. Cinquième propriété, aussi que nous avons déjà vu, du fait de la causalité, le degré du numérateur de la fonction de transfert est inférieur ou égal au degré de son dénominateur, c'est-à-dire m inférieur ou égal à n. On a déjà discuté la propriété 4 et la propriété 5 sont déjà discutées lorsque nous avons vu la transmittance h
de S comme étant le rapport du numérateur sur le dénominateur, c'est-à-dire somme sur I de BI, S à la puissance I allant de 1 à N, à M, sur somme sur J de SJ, S à la puissance J, J allant de 1 à N. Donc, une fois nous avons vu cette expression-là, nous avons discuté ces deux paramètres. Pour le calcul des organes de commande, généralement, il est utile de mettre en évidence le gain et le nombre d'intégration. Et on peut toujours écrire la fonction h de s sous la forme h de s égale à k exponentielle moins taux s p de s sur s à la puissance lambda q de s avec p de 0 sur q de 0 est égal à 1. Cette forme-là, lorsque bien sûr p de 0 sur q de 0 est égal à 1, la forme k exponentielle moins taux s p de s sur s à la puissance lambda q de s s'appelle forme standard de h de s. Donc cette forme standard met en évidence trois paramètres, k, taux et lambda. K est le gain statique du système, lambda est le nombre d'intégrateurs, taux représente le retard pur du système. Alors, par définition, on peut déterminer K par la limite lorsque S tend vers 0, S à la puissance lambda h de S. Lorsque, bien sûr, H possède lambda intégrateur. S'il n'y a pas d'intégrateur, le gain statique peut être déterminé simplement par la limite lorsque S tend vers 0 de h de S. Ainsi, on termine cette partie. Dans la vidéo prochaine, nous allons continuer avec l'algèbre des schémas fonctionnels et les systèmes de commande.